L'école des extraordinaires. Je suis passé par beaucoup d'écoles, notées ou pas, et plus ou moins inattendues. L'une d'entre elles fut le monde des médias, envers lequel j'avais beaucoup de préjugés, ayant été éduqué dans une tradition française élitiste qui méprisait instinctivement l'exposition médiatique. Comme tout le monde, j'avais tendance à privilégier ma caste et à lui donner a priori raison contre les autres, sans réfléchir. Depuis, je ne me sens plus solidaire d'aucune caste. Mon attitude a changé lorsque j'ai rencontré le paléoanthropologue Pascal Pic, maître de conférences au Collège de France. Cet homme s'est vu reprocher maintes fois son exposition médiatique, alors qu'elle n'est due qu'à son excellence à populariser la science. Je me suis senti aussitôt une grande affinité avec lui. En France, hélas, on ne dit pas populariser, mais vulgariser. Tout en découle. Populariser, c'est vulgaire et compromettant. Cela peut paraître surprenant, mais j'ai souvent constaté que des gens qui se piquaient de sérieux et de logique avaient tendance à fonder leur activité sur des croyances et des superstitions qui ne disent pas leur nom. L'idée que la bibliométrie et la revue a priori améliorent la science, par exemple, est une superstition qui n'a jamais été démontrée par les moyens scientifiques même qu'elle publie. Elle est une pseudoscience non contradictible, mais cela n'empêche pas la majorité des universitaires de s'y soumettre aveuglément et de la citer dans leur curriculum vitae. Au fond, nos sciences n'ont qu'un empan minuscule, ce qui n'est pas une critique, mais une observation. L'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre aujourd'hui est à peine sorti du système solaire. Même par le signal lumineux, toute notre capacité scientifique à influencer matériellement l'univers est confinée à une sphère d'au mieux 200 000 années-lumière, et en vérité, plutôt 200, dans un univers observable qui a lui-même un rayon de 47 milliards d'années-lumière. En gros, si l'on suppose qu'un signal lumineux a été envoyé au ciel par le tout premier homme, notre sphère d'influence sur l'univers observable représente au mieux 0,000000000000077% du volume de l'univers. 14 zéros après la virgule. En admettant bien sûr qu'il n'existe pas d'univers parallèle. Face à un tel résultat, le plus minuscule effort pour faire progresser la science dans l'humanité devrait être immédiatement encouragé et aucune science ou technique ne devrait plus se montrer arrogante. J'ignore du chercheur fondamental ou du vulgarisateur qui a fait le plus pour la science, car je n'ai jamais vu de démonstration scientifique de leur influence respective et de la supériorité de l'une sur l'autre. Celui qui sème l'émerveillement scientifique dans des millions d'âmes et dans les cœurs des générations à venir joue un rôle colossal, qu'on le lui reconnaisse ou non. La science, la vraie, n'a que faire de l'ego des humains, de leurs réactions épidermiques, de leur pseudo-religion ou de leur mépris. Elle est trop peu développée dans l'humanité pour se permettre des caprices aussi puérils, superficiels que le mépris de la vulgarisation. Mais ce à quoi nos sciences et techniques sont confinées dans l'univers matériel est à la mesure inverse de leur ego. En 2014, j'ai été invité à participer en tant qu'expert scientifique à une émission de divertissement produite par une société que certains collègues considèrent comme le diable en personne, Endemol. L'émission s'appelait « Les Extraordinaires ». Elle était présentée par Christophe de Chavannes et Marine L'Orphelin dans le cadre d'une franchise globale nommée The Brain, qui avait connu un succès immense aux États-Unis, en Italie, en Allemagne et en Chine. Dans ces 4 pays, aucun des experts conviés n'avait trouvé l'activité compromettante, mais moi, j'ai dû publier une tribune sur le site du Huffington Post pour expliquer mon choix. Et même en y écrivant que faire connaître les mots mémoire épisodique, cortex entorhinal, sillon intrapariétal et hippocampe à 4 millions de personnes d'un coup me semblait justifier cette apparition télé, j'ai pu faire l'expérience de ce que la vulgarisation, si elle est compromettante pour une certaine frange du monde universitaire français, devient scandaleuse lorsqu'elle fait de l'audience. C'est l'une des leçons que j'ai apprises à l'école des extraordinaires. Une autre leçon qui relève cette fois du management, pour l'avoir enseignée, je sais que faire fonctionner une société n'est pas chose facile. Or, j'ai pu voir de l'intérieur comment Endemol France fonctionnait. L'entrepreneur turco-allemand Alp Altun m'a dit un jour « L'ego,
c'est le premier destructeur de valeur dans une entreprise. Ce que j'ai pu observer dans les studios et les bureaux, c'est une capacité fine à calmer les égos de ces célébrités suivies par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. De l'extérieur, on imagine ces gens dans de grands bureaux en acajou, entourés de toutes ces paillettes qui caractérisent les caprices de stars, et on les rencontre finalement dans un bureau anonyme d'Aubervilliers, installé dans des open space qu'ils partagent parfois avec des stagiaires. Autre leçon de l'école des extraordinaires, casse tes clichés pour y faire entrer la réalité. Ne casse pas la réalité pour la faire entrer dans tes clichés. Si vous êtes un expert des prodiges et des athlètes de la mémoire en neurosciences, il vous faudra beaucoup de temps pour réunir des sujets d'études vraiment rares, entre 2 et 5 sujets par an pour les meilleurs laboratoires. Force de frappe d'un casting professionnel aidant, l'émission m'en a procuré plus de 25 sur une seule année. Quand j'étudie les experts, je classe souvent l'ampleur de leur expérience en heures de pratique. Par exemple, 5 heures de pratique pour atteindre leur niveau. 5 fois 10 puissance 0. 50 heures, 500 heures, 5000 heures, 50 000 heures, 5 fois 10 puissance 4. Cela donne une bonne notion de la difficulté d'une tâche, son rayon d'action dans la sphère de l'expertise en quelque sorte. Dans la sélection des extraordinaires, il n'y avait pas d'expertise sous les 50 heures, mais certaines, qui semblaient très impressionnantes, pouvaient s'atteindre à ce prix relativement faible. L'accroche de l'émission était « Des Français ordinaires aux capacités extraordinaires », ce qui est tout à fait vrai. On se fait souvent des idées sur les extraordinaires. On croit qu'ils sont venus au monde avec une capacité spéciale, mais plus on les étudie, plus on penche en faveur de l'explication selon laquelle ils ne sont pas nés avec leur talent d'athlète mental, mais qu'ils ont grandi avec le désir de le développer. Pour eux, c'était souvent une obsession, quelque chose de drôle, de gratifiant. Il a existé un carburant dans leur vie pour leur permettre d'atteindre des milliers d'heures de pratique avec une grande intensité d'attention. Quand vous avez atteint 50 000 heures de pratique délibérée sur un sujet, vous êtes un grand expert et vous pouvez devenir un trésor pour l'humanité. L'intérêt d'exhiber les performances mentales de gens expérimentés dans un média de masse, c'était de montrer à tous le potentiel d'un cerveau affûté. L'une des barrières à l'affûtage cérébral, c'est l'idée qu'il est impossible. Notre cerveau est comme un diamant que l'on peut tailler. Tout le monde est capable de le faire. Nous pourrions tous être des extraordinaires. Ce qui sépare un extraordinaire d'un ordinaire, c'est la pratique délibérée, dont le moteur le plus puissant est bien sûr l'amour. Seul l'amour de votre tâche vous permettra de faire ce que fit Valentin, candidat de l'émission en 2015. Passer des heures à potasser 250 vues satellites de villes françaises et identifier une ville d'après une seule vue aérienne couvrant un demi-kilomètre carré. Notre cerveau excelle dans la reconnaissance des formes, et c'est à cette mémoire des formes que Valentin fit appel pour réussir l'épreuve, mais au-delà, il dut couvrir chaque image d'une signification, éventuellement d'une narration, afin d'en faciliter la mémorisation. La narration est une méthode connue des athlètes de la mémoire. Le mnémoniste Joshua Foer a écrit un livre sur le sujet, Moonwalking with Einstein, The Art and Science of Remembering Everything, comparable à celui du français Jean-Yves Pons, touche-à-tout de la mémorologie, qui explique avec pédagogie comment développer extraordinairement sa mémoire. Le titre du livre de Jean-Yves Pons, Napoléon joue de la cornemuse dans un bus, est une phrase qui encode une série de chiffres pour en faciliter la mémorisation. Transformer le code à retenir en langage est une façon simple de le diriger vers d'autres fonctions de notre esprit qui le mémoriseront mieux, en particulier notre mémoire à long terme. La méthode personne, action, objet procède de ce principe. Si vous devez par exemple retenir le code 24B 1 5 51 A 13 75, il vous suffit de mémoriser une phrase beaucoup plus ergonomique car mieux distribuée dans votre cerveau. Jack Bauer boit une grande bouteille de pastis à Marseille avec un Parisien. Jack Bauer est le protagoniste de la série 24 heures chrono, d'où le 24. Le verbe « boit » commence par la lettre B. La contenance d'une bouteille de vin standard est de 1,5 litres. On boit du pastis 51, A désigne A, le département de Marseille c'est 13, celui de Paris
c'est 75. On retrouve ainsi le code 24B 1551 A 13 75. Ce qui rend les codes et les chiffres difficiles à retenir, c'est qu'ils ne sont pas réifiés, c'est-à-dire concrétisés. A13 ne veut rien dire en soi. Mais c'est le numéro d'une autoroute en France, et si vous l'avez emprunté souvent, il vous sera très facile de l'associer à ce numéro abstrait. Eh bien, c'est exactement ça. Donner des poignées aux objets mentaux pour mieux les tenir dans notre vie mentale. Les athlètes de la mémoire s'entraînent à rendre de telles associations systématiques, si bien qu'un code finit par toujours vouloir dire quelque chose pour eux. Quand ils atteignent un haut niveau comme Jean-Yves Pons, cela devient une seconde nature. Pons a dépassé les 5000 heures de pratique délibérée et attentive. Il est d'ailleurs plus proche de 50 000 heures. Mais on peut obtenir des résultats dès 50 heures de pratique, car au fond, faire de la méthode PAO une seconde nature, cela revient à apprendre une nouvelle langue simple, au vocabulaire limité, et dont on construit soi-même la grammaire. Dans une autre épreuve de l'émission, une candidate devait se souvenir d'une série de mariés, des hommes habillés en noir et des femmes habillées en blanc, sans avoir à retenir leur visage. L'épreuve se résumait donc à retenir des bits informatiques, 0 ou 1, ce qui est assez facile si on les arrange par 3. Une série de 3 bits binaires donne 8 possibilités, que l'on appellera par exemple A, B, C, D, E, F, G, H. Pour retenir n'importe quel enchaînement de 50 personnes, selon le seul critère qu'ils sont un homme ou une femme, il suffit donc de retenir 2 codes de 8 lettres, couvrant 48 personnes, plus 2 lettres supplémentaires. Là aussi, en 50 heures de pratique délibérée, n'importe qui peut réaliser des épreuves de ce type et transformer une suite de personnes habillées en noir ou en blanc en une phrase mnémotechnique. Plus difficiles furent les épreuves réalisées par Lotfi, Jean-Yves et Julie. Lotfi devait mémoriser en moins de 2 heures une centaine de visages avec leur nom et date de naissance. Il utilisa abondamment la méthode PAO. 1988, par exemple, lui évoquera un sextoy. Pourquoi avoir choisi un tel objet? Les choses violentes ou sexuelles sont toujours plus mémorables. Si un chiffre ou un code n'est pas naturellement évocateur, A13 égale autoroute, mieux vaut lui associer quelque chose de gros, de sanglant ou simplement d'insolite. Comme le disait le général Patton, « Quand je veux que mes hommes se souviennent d'un ordre, qu'il soit vraiment mémorable, je le leur donne 2 fois plus salement. On ne peut pas mener une armée sans obscénité, mais cela doit être de l'obscénité éloquente. » Si une personne a une mémoire carrée et que son nom de famille est Tang, Lotfi réduit Tang à Tank, quelque chose de massif comme sa mâchoire. Si elle est née le 20 avril 1988, il lui fait piloter un tank avec du poisson, avril, sauce vin blanc, vin dans une main, et un sextoy dans l'autre. Cette technique est ancienne. Les malentendants et les Indiens donnaient aussi souvent pour nom à quelqu'un l'un de ses traits de caractère ou physique. L'idée, c'est de donner du relief aux choses, pour mieux les agripper, encore une poignée donc. La démarche est d'autant plus intéressante que Lotfi pratique également le parcours, cette discipline qui consiste à se déplacer le plus rapidement possible en ville en prenant appui sur tous les objets légalement autorisés. Dans le parcours, le corps se découvre des prises sur des surfaces lisses que la plupart des gens auraient jugées impraticables. La mémorisation procède du même principe. Des éléments semblent lisses et impraticables mentalement à la plupart d'entre nous, mais avec un minimum d'expérience, on peut y trouver des prises efficaces. Le trait d'une photographie, l'orientation d'un nez ou d'un sourcil peuvent donner suffisamment d'appui à notre mental pour qu'il y tisse une histoire mémorisable. Ce que la mémoire associative nous rappelle, c'est qu'il est plus facile pour le cerveau de retenir A et B ensemble que A tout seul. Il serait fastidieux de retenir 40 éléments pris séparément sur la Joconde, comme autant de pièces détachées d'un puzzle. Mais se souvenir du tableau comme d'un tout, c'est beaucoup plus facile. De même, il est plus simple de retenir une phrase qui a du sens qu'une succession de mots qui n'en ont pas. Pour cette même raison, les paroles d'une chanson portée par une structure mémorable, un air de musique, se retiennent plus aisément que sans la mélodie. Le cerveau aime munir les choses de poignées. C'est une des bases de la neuroergonomie. Ainsi, Jean-Yves Pons a su retenir 50 empreintes digitales
il aurait pu en mémoriser encore davantage, avec le nom, le prénom et la date de naissance de leur porteur. Julie, quant à elle, a retenu 31 photographies serrées, cadrant chacune le pelage d'un dalmatien, et a pu ensuite les associer au chien en question. Il est intéressant de noter que Julie parle le coréen. Or, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas cette langue, les caractères seront difficilement discernables, et plus encore d'ailleurs dans le cas du chinois. Eh bien, si un chinois adulte peut retenir plus de 50 000 caractères, qui sont tout aussi difficilement discernables à un Européen que les taches cadrées d'un dalmatien, bien sûr que cette épreuve des 31 dalmatiens est réalisable, pour peu que l'on perçoive les taches des dalmatiens comme les signes d'une langue. L'idée ici, c'est de créer un pseudo-langage dont chaque tâche serait une lettre, un mot ou un caractère, qui se trouverait mis en relief sur la robe du chien, comme si ce dernier portait un dossard. Bien sûr, pour la grande mémorisation, rien de tel que les arts de mémoire dont l'humaniste Giordano Bruno faisait un usage abondant et efficace. L'une des méthodes sous-jacentes, c'est la spatialisation de contenu, une technique permettant de retenir des livres entiers et pratiquée aussi bien par les acteurs de théâtre, associée à la mémoire émotionnelle et à la cantillation du texte, que par Cicéron en son époque quand il apprenait une plaidoirie, ou par les anachorètes de l'Antiquité qui retenaient la Torah, la Bible ou le Coran par cœur. Cette méthode dite des palais de la mémoire est désormais utilisée par tous les athlètes de la mémorisation et on lui doit sans doute l'expression « en premier lieu »,« en deuxième lieu » ou comment situer les éléments d'un discours dans le palais mental. Puisque la transmission de la mémoire a été orale dans la plus grande partie de l'existence humaine, les anciens devaient avoir acquis certaines connaissances en neuroergonomie de la mémorisation.